Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 21 janvier. Je viens vous donner des petites nouvelles. J'ai clôturé le vlog hier, je l'ai monté ce matin. Donc je pense que vous l'aurez dès demain matin. Alors, je suis toujours dans la même lecture. J'ai bien avancé, mais je ne l'ai pas terminé. Les Servants de Kaboul. J'en suis à la page 264 sur à peu près 400. Donc franchement, hier soir, j'ai bien lu. J'étais vraiment bien dans l'histoire, même hier après-midi. Donc j'ai hâte de savoir la fin. Donc je vais rien vous dire de plus parce que sinon je vais vous révéler trop de choses. Tout à l'heure, pendant la pause déjeuner, j'avais les enfants et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je suis pas allée voir... Enfin, je me suis posé la question, mais quand est-ce que je dois lire le service presse? Parce que ça fait un petit moment qu'en fait la personne... Enfin, on discute. J'avais demandé à le lire, je crois, il y a plus de 6 mois. Elle avait eu un souci. Et je crois que c'est en novembre ou en décembre, elle m'a recontacté pour savoir si je voulais toujours le lire. Je dis bah oui, ok. Et j'avais le souvenir que la date était loin. Mais maintenant qu'on est en janvier, je me suis dit, ah, mais ça va peut-être approcher. Et en effet, il me reste 10 jours pour lire le service presse en e-book. Donc ça va un petit peu modifier mon planning parce que bon, étant donné que l'autrice... Étant donné que c'est de l'auto-édition, voilà, je veux surtout pas faire mauvaise impression. Et puis voilà, elle a vraiment besoin qu'on lui fasse, enfin qu'on lise son livre et qu'on donne notre avis. Donc ça passe en priorité. Enfin, je vais quand même finir celui-ci, hein, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'après, je vais commencer l'e-book. Et je sais pas combien de pages il a, mais en fonction du nombre de pages qu'il a, soit je le lirai en entier avant de revenir à Jalna, soit j'alternerai entre les deux. On va voir comment ça se passe. Mais bon, en même temps, en 10 jours, en général, les e-books comme ça auto-édités sont en général assez courts. Donc, je pense que ça peut le faire en seulement 2-3 jours. Alors, quand j'ai déposé les enfants à l'école, là, après la pause déjeuner, je me suis dit, tiens, si j'allais voir la boîte à livres, parce qu'elle m'avait l'air très, très, très remplie de loin. Donc, j'ai pu me rendre compte de ce qui restait des livres que j'avais posés. Il reste Les Rivières pourpres. Il reste La manufacture des chaussures inusables. Et les écureuils de Central Park, je sais plus quoi, de Catherine Bancol. Il reste que ces trois-là. Les 12 autres sont partis. Donc c'est très chouette. J'ai vu que quelqu'un avait mis un autre Fanctilier. Donc peut-être que c'est cette personne-là qui a pris les autres Fanctiliers. Je ne sais pas. Et du coup, j'ai pris mon temps pour regarder tout ce qu'il y avait. Parce qu'il y en avait vraiment, vraiment beaucoup qui sont arrivés juste, je pense, dans les derniers jours. Donc, je suis allée voir et je me dis, allez, je me lance, j'en choisis quelques-uns, on verra ce que ça donne. Il y a des titres, des noms que je connais et d'autres pas du tout. Vous allez voir qu'il y a un petit peu de tout. J'en ai pris combien? J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en avait un, il était tellement, tellement vieux. Je me dis, est-ce que je le prends, je le prends pas? On verra plus tard s'il y est toujours. Alors, tout d'abord, j'ai pris Cyrano de Bergerac. d'Edmond Rostand. Je connais le titre, je connais l'histoire, mais je ne l'ai jamais lu. Donc je me dis pourquoi pas. C'est au livre de poche, c'est un texte intégral. Ça va être une vieille édition. Vous voyez, la 4e de couverture, c'est un dessin. Et la tranche est rose. Ouais, c'est vrai que ça se faisait beaucoup ça avant d'avoir les tranches de la même couleur que la couverture. Je vais regarder si je trouve l'année de l'édition. Et celui-ci est imprimé, si je ne me trompe pas, en 1962. Ouais, livre de poche. Ouais, c'est ça. Le livre de poche paraît toutes les semaines. C'est marrant de tomber sur des vieux trucs comme ça. Donc voilà, donc j'ai Cyrano de Bergerac, qui sent le vieux papier. Mais il sent bon, ça va. Ensuite, j'ai trouvé plus vieux. Vraiment plus vieux, vous n'êtes pas prêts. Regardez ce que j'ai trouvé. Il est très 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 vieux. Qu'est-ce que c'est? C'est La guerre du feu. De J.H. Rony Aîné. Je ne connais pas. Paris, Bibliothèque Charpentier. 1928. Alors. Tintin. Il n'y a pas de résumé. Il n'y a pas de résumé du tout. Son prix, c'était 21 francs.
Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je pense que ça doit raconter une histoire avec la préhistoire, d'après les titres des chapitres que j'ai pu voir. Et il a l'air de dater de 1928, d'après toutes les infos que je vois partout. Mais c'est vraiment impressionnant. Donc celui-là, il est vraiment très 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 vieux, très fragile. Donc je vais en prendre grand soin. Ensuite, j'ai L'amant de Marguerite Duras. J'aime beaucoup les livres qui sont faits comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est du tissu dessus. J'aime beaucoup. Alors, avec le petit fil pour marquer la page. Alors, donc là, on est quand même sur du beaucoup moins vieux. Donc, pareil, Marguerite Duras, je connais le titre, L'amant, mais je ne l'ai jamais lu. Donc, ça, c'est une édition France Loisirs de 84. Ça va, il est en super état, franchement, pour un livre de 84. C'est très compact, c'est court, super court. Il fait que 110 pages. Après, on a des infos sur Marguerite Duras. J'aime beaucoup. Chouette. Ensuite, Paolo Coelho. J'ai lu La chimiste cet été, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Là, il s'agit de Adultère. Et là, c'est aux éditions Flammarion. J'ai pas regardé à chaque fois l'état à l'intérieur. J'ai vraiment regardé que le titre et le nom de l'auteur. Linda a 31 ans et aux yeux de tous une vie parfaite. Elle a un mari aimant, des enfants bien élevés, un métier gratifiant de journaliste et habite dans une magnifique propriété à Genève. Cependant, elle ne supporte plus de faire semblant d'être heureuse quand, en vérité, elle ne ressent rien d'autre qu'un sentiment grandissant d'apathie et d'indifférence. Jusqu'au jour où elle retrouve un ancien petit ami. Jacob est un homme politique de premier plan et lors d'une interview, il éveille en elle un sentiment oublié depuis longtemps, la passion. Elle fera tout pour conquérir cet amour impossible et devra aller au plus profond d'elle-même pour enfin trouver le bonheur. Pourquoi pas? Je connaissais pas ce titre. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé La chimiste, donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Hein. Ensuite, j'ai pris Royaume de Siam. Qui est l'auteur? Gérard Manset, aux éditions Aubier. Royaume de Siam. Je pensais que j'avais laissé un temps raisonnable s'écouler et qu'il était maintenant possible de parler de la maille. Où était-elle? Goon venait d'apparaître et s'était assise contre le bâti. Le jour baissait, mais dans la chambre, la lumière était encore la même, tamisée par les persiennes. Goon regardait la moitié d'orange et le petit tas d'écorce sur le mouchoir. Au nom de la maille, Isan et Toj s'étaient arrêtées de danser. Elles étaient toutes les deux les jambes repliées sur le côté, se tenant le dos droit et les bras le long du corps. Goon fit un geste vers l'intérieur de son chemisier. Quelques billets de 20 bahts se trouvaient glissés entre le soutien-gorge et la peau. Entre ces billets, il y avait un papier qu'elle avait déplié et qu'elle m'avait tendu. C'était un papier chiffon, à lignes fines, des cahiers d'école sur lequel un nom était écrit au crayon. Je déchiffrais difficilement Lung Latri. Goon précisa que c'était le nom du Lam Wang dans laquelle Lamaille travaillait. Sur le même ton monocorde, elle continua, disant que Lamaille, maintenant, avait un métier. Elle chantait. J'imaginais Lamaille poudrée de blanc, chanter Sao Isan. Je trouvais cela très bien. Je lus à nouveau le papier, demandant à Goon où se trouvait ce Lung Latri. C'était à une 50aine de kilomètres au sud de Bangkok, à Samut Sakhorn, sur l'embouchure de la Nakhon Chai Sri. Et elle va dire, c'est pas simple. Bangkok, c'est Bangkok. Je ne sais même plus dans quel pays c'est. Ah là là, moi et la géographie. Bon, en tout cas, ça se passe en Asie. Voilà. Oh, il est un petit peu corné. Bon, c'est plus que corné là. On verra bien. On verra bien si j'apprécie ou pas là en lisant le résumé. Pas trop. Ensuite, j'ai pris un
Patricia Cornwell, voilà, c'est un thriller, je pense. Tout ce qu'il y a de plus ou moins policier, en tout cas. Donc, c'est un nom que je connais. Il ne restera que poussière. En 2 ans, 4 couples ont disparu dans la région de Williamsburg. On a retrouvé leur voiture et plusieurs semaines après, leur reste. Trop peu de choses en vérité pour que madame le médecin légiste, Kay Scarpetta, déjà bien connue des nombreux lecteurs de mémoire morte, puisse déterminer les causes du décès. Mais cette fois-ci, tout va changer. L'étudiante qui circulait avec son petit ami à bord d'une Jeep Cherokee est la fille d'une des femmes les plus puissantes des États-Unis, numéro 1 de la lutte antidrogue, qui est bien décidée à remuer ciel et terre pour élucider cette disparition entraînant Kay Scarpetta dans son sillage. Le suspense le plus haletant avec toute la rigueur de la procédure policière, on retrouve ici l'alliage subtil qui a fait le succès de Patricia Cornwell, lauréate de l'Edgar Poe Award et du prix roman d'aventure. Ouais. Donc là, on est sur le livre de poche, mais avec les tranches très très jaunes. Je me souviens de cela aussi. Fait très années 80-90. Et enfin, le téléphone sibérien. La collection série noire chez Gallimard de Clive Eggleton. Eggleton, je sais pas, je sais pas qui c'est. Le téléphone sibérien. Ça, pour être fou, il l'est complètement. Ce malheureux capitaine Magrane, drogue, lavage de cerveau, interrogatoire, on fait tout pour briser sa résistance. Il s'échappe de cet enfer qu'il croit situé en Sibérie et se retrouve au nord de l'Écosse. Mieux encore, il s'imagine chargé d'une mission d'extermination, ce qui le conduit très loin, au pied du mausolée de Karl Marx à Londres. Bizarre. C'est très bizarre. En plus, il y a de la pub pour un parfum derrière. C'est très bizarre. Vous voyez ? Il a été édité en France en 1980. Est-ce qu'il a été imprimé en 1980 ? Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Un roman noir. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, c'est assez varié. J'ai pris plutôt des petits livres. Il y en avait des très gros, mais soit les noms me disaient rien, soit les titres me disaient rien. Mais voilà, enfin déjà, quand j'arriverai à lire tout ça, parce que là, il y en a quand même 7. Voilà, je vais éviter d'en prendre trop souvent, à moins que je tombe vraiment sur une pépite et qu'il faille vraiment que je le prenne avant que quelqu'un d'autre le prenne. Ok, mais sinon, je vais quand même essayer de lire cela en priorité avant d'en reprendre, quoi. Par contre, je vais peut-être pas les mettre dans ma chambre. Parce que maintenant, la bibliothèque est dans ma chambre. Parce que là, on n'a plus de couloir. Parce qu'avant, on avait un dégagement à l'étage qui était assez large. Et on avait largement la place pour mettre une bibliothèque. Sauf que là, on a un tout petit couloir. Donc, j'ai choisi de mettre la bibliothèque dans ma chambre. Sauf que là, ils sont pas très bons. Donc, je vais éviter de mettre ça dans ma chambre. Et je pense que je vais le laisser ici dans la bibliothèque du salon. Où il y a principalement les livres des enfants. Enfin, oui, il n'y a que les livres des enfants. Mais voilà, je vais les mettre en hauteur pour qu'ils ne puissent pas y toucher. Enfin, surtout pour celui qui est hyper vieux et très fragile. Et comme ça évitera que j'ai des mauvaises odeurs de papier. Ouais, de vieux papier dans la chambre. Donc voilà pour les nouvelles. Donc là, j'étais posée tout le monde à l'école, comme je vous l'ai dit. Je me suis fait un thé. Pour une fois, je me suis fait un thé. C'est un thé que mon mari avait ramené, je sais plus d'où. Je crois que c'était d'Angleterre. Et vous savez que j'aime pas trop le thé. Mais de temps en temps, je reteste. Lui, celui-là, ça va. J'ai mis beaucoup de miel aussi. L'odeur, le goût du miel fait passer plus facilement le goût du thé, on va dire. Donc voilà, donc je vais me prendre une petite heure pour lire. Et puis je reviendrai sûrement vous donner des nouvelles demain, en espérant. Franchement, honnêtement, j'espère l'avoir fini demain. J'espère. Me revoilà, nous sommes mercredi 22 janvier. Alors, j'ai terminé à l'instant celui-ci. Je l'ai arrêté hier soir parce que j'étais trop fatiguée. Et là, après le déjeuner, j'ai voulu terminer ma lecture. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il me restait juste une page.
Donc j'aurais pu clairement le finir hier soir. Je pensais qu'il restait plus de pages, mais en fait, après il y a les remerciements. Après il y a plusieurs pages blanches. Il y a les autres titres de livres de la même collection. Et du coup, je pensais qu'il restait, je sais pas, 4, 5, voire 10 pages. Mais en fait, il restait une page. Donc il est bel et bien terminé. Je vais vous lire un quatrième de couverture plutôt que vous refaire un résumé où je risque de vous dévoiler trop de choses. De Kaboul à San Francisco, des années 70 à nos jours, une déchirante histoire d'amitié et de trahison, avec en arrière-plan la chronique tourmentée d'un pays dévasté, l'Afghanistan. Bien que frères de lait, Amir et Hassan ont grandi dans des mondes différents. Le premier est le fils d'un riche commerçant, le second est le fils de leur serviteur. Inséparables, liés par une même passion, les deux garçons se vouent une amitié indéfectible. Mais ce lien va se briser à jamais. Alors que sous ses yeux Hassan subit une véritable ignominie, Amir reste pétrifié. Peur, lâcheté, honte, pris dans une terrible confusion des sentiments, il n'esquissera pas un geste pour sauver son ami. Été 2001. Réfugié depuis plusieurs années aux États-Unis, Amir reçoit un appel du Pakistan. Il existe un moyen de te racheter, lui annonce la voix au téléphone. Mais ce moyen passe pour une plongée au cœur de l'Afghanistan des talibans et de son propre passé. Alors, j'ai bien aimé ma lecture. Honnêtement, c'est pas du tout un coup de cœur pour plusieurs raisons. L'histoire était assez intéressante, mais le personnage principal, honnêtement, c'est pas c'est pas le genre de personne que j'ai envie de côtoyer. Voilà, on nous dit, on se pose la question dans la quatrième de couverture, est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est de la honte, est-ce que c'est de la lâcheté? Je ne sais pas. Mais voilà comment une décision qu'on prend un jour peut influer sur le destin de plein de gens autour de nous. L'histoire est tragique, elle est dramatique. Il y a eu énormément de moments où j'avais le ventre noué tellement j'avais peur pour tel ou tel personnage. Et surtout que j'avais peur, mais je savais que ça n'allait pas bien se finir en fait. C'est ça le plus dur, c'est que quand on sait que ça va se terminer de manière tragique, je trouve que c'est encore plus dur, surtout quand ce sont des gens innocents. Bien sûr, forcément, c'est dans un univers de pays en guerre, des guerres successives avec différents assaillants, donc forcément on voit aussi l'Afghanistan qui sombre peu à peu. Il y a certains passages très violents. Donc voilà, donc il faut le savoir, c'est très touchant, ça prend aux tripes, mais voilà, faut le savoir avant de le commencer. Je trouve pas que ce soit une belle histoire, pas du tout. Voilà, ce n'est pas du tout une belle histoire, c'est tragique, c'est dramatique comme je le disais. Mais je suis contente de l'avoir lu. Comme ça, j'ai découvert l'auteur. Au départ, c'est pas celui-ci de l'auteur que je voulais lire, c'était un où il y avait le mot montagne dessus, je me souviens plus du titre. Je le lirai, je relirai l'auteur, il n'y a pas de souci, peut-être pas tout de suite, mais voilà, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un livre que je trouve très intéressant à lire, notamment pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'Afghanistan. Ça permet d'avoir un petit aperçu de comment était le pays avant les guerres et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc voilà, puis en plus, il y a quand même une partie qui se passe aux États-Unis aussi. Ça, j'ai bien aimé parce que du coup, ça montre comment vivent les gens qui se retrouvent exilés politiques, qui, dans leur pays d'origine, étaient plutôt riches, et ils se retrouvent carrément pauvres dans un pays étranger. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a plein de choses intéressantes. Mais c'est vrai que l'histoire est quand même tragique. Faut le savoir. Voilà, donc je suis contente d'avoir lu ce livre-là pour mon tour du monde en Afghanistan. Enfin, mon tour du monde en livre avec une escale en Afghanistan. Et le mois prochain, ce sera l'Afrique du Sud. Et je n'ai pas encore commencé à regarder. Enfin, si, j'ai commencé à regarder. Mais des auteurs sud-africains, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai vu qu'il y en avait un qui ressortait beaucoup, qui était dans le genre thriller. Donc, je partirai peut-être là-dessus. Même si je me dis que ça se trouve un thriller, je vais peut-être pas en apprendre beaucoup sur le pays. Ça sera peut-être vraiment centré sur le suspense. Donc, j'ai pas encore fait ma sélection. Mais de toute façon, je pense que je ferai comme pour le mois de janvier. J'en sélectionnerai peut-être 4 ou 5 et je demanderai à la communauté sur Instagram de choisir pour moi.
vu que je suis de nature assez indécise. Donc voilà. Et hier, j'ai reçu également le livre que j'ai gagné à la masse critique Babelio. Je rappelle, la masse critique Babelio, tout le monde peut y participer, hein, c'est une fois par mois, il faut juste être inscrit sur Babelio. Et donc, j'avais été sélectionnée pour, par tirage au sort, pour recevoir ce livre-là, Les Week-ends, de Bruno Nassim Aboudrar. Donc c'est un roman qui est édité chez Plomb. Alors c'est un roman qui est tout blanc, mais il y a, comment dire, une demi-jaquette en fait, il y a un bandeau. Et je trouve le bandeau hyper joli. D'habitude, je les enlève les bandeaux. Mais là, je le trouve vraiment trop beau. Je crois que c'est un arbre de Judée qui est en photo. Et c'est dommage qu'il ne l'ait pas mis vraiment sur la couverture. Je trouve ça très très beau. Je vous lis la 4e de couverture. Depuis que la maison était vendue, je ne voulais pas y retourner. Surtout pas. Ça s'est fait tout seul, par automatisme. À travers la biographie d'un lieu, une villa en lisière de forêt à la Seine-Saint-Cloud, Bruno Nassim Aboudrar livre avec pudeur l'histoire d'une famille d'exilés juifs hongrois sur plusieurs générations. De la Troisième République aux années de plomb marocaines, en passant par l'occupation, un grand texte sur la perte et l'expérience sensible du passage du temps, incarné par une série de dessins ordinaires pris dans la tourmente du XXe siècle. Un roman à l'atmosphère intimiste porté par une écriture précise et ciselée. Alors, on nous parle de l'histoire d'une famille sur plusieurs générations, mais le livre, il est très court, hein, il fait que 170 pages. Ça va être, à mon avis, assez succinct. Donc j'ai un mois pour le lire à partir de la réception. Donc je l'ai reçu hier, on était le 21. Donc j'ai jusqu'au 21 février pour le lire et le chroniquer sur Babelio. C'est la contrepartie quand on reçoit un livre avec la masse critique Babelio. Mais voilà, je suis très contente. Ce mois-ci, j'en avais sélectionné très peu. J'avais vraiment fait un choix de livres que j'avais vraiment très envie de lire. Et du coup, celui-ci en faisait partie, donc j'en suis très contente. Donc, bien sûr, ça fait augmenter ma pile à lire, parce que du coup, entre les livres que j'ai achetés en début du mois, les livres que j'ai pris en boîte à livres hier, plus celui-ci, on est arrivé à 50 livres en ma palle. Ça, chiffre rond. Moi, j'aime bien les chiffres ronds. Donc voilà, 50, ça va. Mais il ne faut pas que j'exagère non plus. Là, on est le 22 janvier. Donc, je vais pouvoir reprendre celui-ci ce soir. Et hier, en attendant les enfants devant l'école, j'avais pris ma liseuse. Et du coup, j'ai commencé le service de presse que Aurélie Fuentes m'a envoyé. Ça s'appelle Là où fleurissent les coquelicots. Non, ça s'appelle Où fleurissent les coquelicots, tout ça, je crois. Et j'ai vraiment lu pas grand-chose, peut-être 3-4 pages. Mais il y a des avertissements dès le départ, avant le début du roman. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. Notamment, il y a un avertissement pour une scène de sexe. Et plus tard, on nous dit quel chapitre il y a une scène de viol. Donc, je trouve ça vraiment génial qu'il y ait un avertissement avant de commencer l'histoire. Je trouve ça hyper important. Donc vraiment très très bien, très bon point pour l'autrice. Donc je sais que c'est à partir d'une histoire vraie, ça m'a l'air assez dur. Il fait à peu près 350 pages. Donc je vais pas traîner pour le lire parce que je dois le rendre, mon avis, pour le 2 je crois. Le 2 février ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est ma priorité. Et en parallèle, j'irai celui-ci qui est plus léger. Ah, même il est gros, mais l'histoire est plus légère, je pense, donc ça devrait aller. Et du coup, je pense pas que j'aurai le temps de lire celui-ci sur le mois de janvier. Franchement, je pense pas du tout là. Parce que du coup, le service de presse, j'avais complètement oublié de le mettre dans ma pile à lire. J'aurais dû faire attention avant. Mais c'est pas grave. Mais en même temps, comme c'est un tome 19, je me dis... voilà, c'est peut-être pas grave. Mais quand je me suis engagée à... faire basculer les livres de ma palle de janvier sur celle de février si j'arrivais pas à lire tous les livres, du coup celui-ci il sera en février et il faudra que je lise peut-être en priorité, ce qui serait logique étant donné que c'est le plus gros. Mais je sens que il va y avoir un embouteillage parce que du coup à chaque fois en début du mois, enfin pour chaque mois il y a 3 livres qui sont presque obligatoires, le livre mystère plus le plus gros livre de ma palle plus le livre du tour du monde. Donc de toute façon j'en ai toujours 3 minimum.
dont un gros puisqu'il y a le plus gros de ma palle. Et si en plus je rajoute ceux du mois précédent que j'ai pas lu, ça fait des piles. Enfin, l'année dernière, ça me posait aucun problème. J'arrivais facilement à lire minimum entre 6 et 12 livres. Mais là, j'ai mal commencé. On est déjà le 22 janvier. Je n'ai lu que 2 livres. Donc, il faut le temps de se remettre en route, je pense. Voilà. Donc, celui-ci, je vais le mettre de côté. Je ne sais pas encore si je le conserve ou si je le mets en boîte à livres ou si je le revends. Je ne sais pas encore. J'ai toujours pas réactivé mon compte Vinted d'ailleurs. Salut tout le monde, nous sommes le jeudi 23 janvier. Alors, hier soir finalement, j'ai continué le roman auto-édité sur ma liseuse de Coralie Fuentes, je ne sais plus. En tout cas, le titre c'est Où fleurissent les coquelicots. C'est un roman qui est sorti très récemment, je crois que c'est en 2024 qu'il est sorti. Ça se lit tout seul, mais vraiment tout seul. Hier soir, j'ai pas vu le temps passer. J'en suis à... J'attends qu'elle démarre. J'en suis à 22% déjà. Et alors moi, j'ai la version PDF. C'est pas la version que je préfère parce qu'il y a des pages où c'est écrit très gros, des pages où c'est écrit tout petit. Et on peut pas régler la police d'écriture parce que bah, c'est pas le format Kindle. Donc inspiré d'une histoire vraie. Donc au départ, on est avec une petite fille qui s'appelle Anna, qui a 10 ans. Elle apprend en fait, ses parents sont divorcés. Après moult séparations, un divorce, un troisième bébé. Ils se reséparent à nouveau. Et ils apprennent à Anna que son papa, ce qu'elle pensait être son vrai papa, n'est pas son père biologique. Et du coup, on va nous raconter l'histoire de sa mère avec son géniteur. Voilà, donc on repart un peu plus de 10 ans auparavant, avec le point de vue de la maman, le point de vue du père biologique. Et on a même aussi le point de vue du papa, qui est le papa d'Anna, son papa de cœur en fait, parce que il était là tout au long de la grossesse, il était là au moment de l'accouchement. Donc voilà, donc c'est hyper émouvant. Je trouve ça chouette d'avoir les différents points de vue. On a le point de vue d'Anna qui a 10 ans, donc avec ses mots d'enfant. On a le point de vue de la mère, mais pas au moment où elle a 10 ans. On a vraiment l'histoire où elle le vit 10 ans auparavant. Le point de vue du père biologique, mais assez succinctement, je trouve. Et le papa de cœur, on va dire ça comme ça. Donc je trouve ça hyper intéressant d'avoir les différents points de vue. Anna, c'est une petite fille qui est visiblement très intelligente. Il l'oblige en fait à aller voir une psychologue pour parler de tout ça. Les parents aussi suivent une thérapie. Et visiblement, Anna, ça l'embête toutes ces heures passées chez la psychologue ou la psychiatre, parce que c'est du temps perdu, c'est de l'argent perdu, et l'impression qu'on lui vole un petit peu son temps. Donc au début, j'avais beaucoup de peine pour Anna, et puis après finalement... c'est un peu bizarre parce que en fait on voit bien que ses parents, que tout son entourage essaie de l'aider, qu'ils savent que c'est une épreuve difficile à surmonter, et pourtant elle traverse ça. Finalement elle comprend pas pourquoi les adultes s'inquiètent autant pour elle. Elle a que 10 ans et du coup elle se rebelle un petit peu. Enfin, c'est un peu l'impression que j'ai à 22% du roman. J'ai un peu l'impression qu'elle se rebelle. L'autrice nous prévient dès le départ qu'il y a des scènes de sexe. On sait qu'à tel chapitre il y aura un viol, donc je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas qui ça va concerner. Je pense que ça concernera Anna, mais j'en suis pas encore persuadée. On nous parle aussi de sa relation avec sa petite sœur, où visiblement ça se passe pas très bien. En revanche, on nous parle aussi de son petit frère, auquel elle est très attachée. Elle est un petit peu comme une deuxième maman pour lui. On a la relation entre Anna et sa mère aussi, où apparemment la mère d'Anna n'est pas du tout une maman bienveillante.
Enfin, c'est pas qu'elle est pas bienveillante, mais en tout cas, elle n'est pas démonstrative, elle ne fait pas des câlins et tout ça. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir plus parce que ça se lit tout seul. C'est assez addictif. Et puis voilà, j'ai envie de savoir ce qui va se passer dans la tête d'Anna, comment elle va réagir aux différentes... Enfin, en grandissant en fait, parce que peut-être qu'elle va vouloir connaître son vrai père, peut-être qu'elle aura envie de le rencontrer. Est-ce que lui aura envie de la rencontrer? Voilà, c'est une autre question. Donc je trouve ça intéressant. Et en même temps, je me dis, mais puisque c'est inspiré d'une histoire vraie, ça fait un peu voyeuriste en fait. Ça me met un petit peu mal à l'aise parce que c'est vraiment des situations qui... Enfin, il n'y a rien de dramatique. Pour l'instant, il n'y a rien de dramatique. C'est la vie. Mais j'ai un peu l'impression de juger la vie des gens en fait. Et du coup, ça me met un petit peu mal à l'aise parce que j'ai l'impression que c'est pas sain. Mais en même temps, si l'autrice nous raconte cette histoire, je ne sais pas si c'est son histoire à elle. On sait que c'est inspiré de faits réels, mais on ne sait pas si c'est son histoire à elle. Mais du coup, voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça se passe en Occitanie. À un moment, ça se passe, enfin, au début en tout cas, ça se passe à Agen. La rencontre des parents, ça se passe à Agen. La maman accouche visiblement à Agen, mais ça se passe pas très bien. Du coup, elle est transférée à la maternité de Toulouse. D'ailleurs, là où j'ai fait mes 2 premiers accouchements. Donc, je connais bien. Et c'est une super maternité. Et après, par contre, elle a l'air... Enfin, la famille a dû déménager parce que je crois qu'après, ça se passe dans Lyon. Non, pas Lyon. Chambéry, peut-être? On nous parle de Chambéry à un moment, donc après il déménage visiblement vers Chambéry. Donc voilà, donc ça se passe aussi dans une région où je connais un petit peu, donc je trouve que c'est chouette aussi de parler des petites régions comme ça, que ça se passe pas toujours à Paris ou dans des très grosses villes. Donc voilà pour ma lecture d'hier soir. Du coup, je n'ai pas repris Jalna. Voilà, j'ai hâte de savoir la suite. La plume est très très bien. Il y a juste un moment, j'ai eu un petit bug parce que j'ai eu l'impression d'avoir exactement le même paragraphe à la 2e page et après beaucoup plus loin, peut-être à 18 ou à 20%, l'autrice a vraiment réutilisé, mais vraiment mot pour mot, le même paragraphe. Et je me suis dit, wow, est-ce qu'elle s'est trompée? Est-ce que c'est fait exprès? Je sais pas. Mais voilà, c'était pas dérangeant. Ça collait quand même à l'histoire. Donc, pas de souci. Donc, ça se lit très bien. Je trouve que c'est très cohérent. Donc, franchement, je ne peux que vous encourager à découvrir cette histoire. Même si je ne l'ai pas encore terminée, mais ce que j'en ai lu pour l'instant est très très bien. Je suis désolée, il y a machine à laver en route. J'ai pas choisi le meilleur moment pour venir vous parler. Voilà, voilà. Sinon, je suis allée à la médiathèque de mon village hier après-midi. J'ai vu qu'elle était ouverte en fait depuis une semaine. J'ai essayé de motiver les enfants. J'ai dit allez, on va s'inscrire. J'avais imprimé, rempli le document. Et en fait, grosse déception. D'ailleurs, oui, grosse déception. Elle est minuscule, mais vraiment minuscule. On a fait le tour. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Bon, après, c'est une nouvelle bibliothécaire. Donc, normalement, il va y avoir des nouveautés. Hein, petit à petit, je pense qu'elle va enrichir la bibliothèque. Après, je me suis dit, bon, c'est pas grave, même s'il n'y a pas grand-chose dans cette bibliothèque, je sais qu'elle fonctionne en réseau avec les autres du canton. Donc, on ira voir sur le site internet pour réserver les livres voilà, en avance. Je suis allée, du coup, on est rentré à la maison, je suis allée voir directement sur le site, je me suis connectée, tout ça. Et en fait, même dans les autres médiathèques du canton, bah, il n'y a vraiment pas grand-chose. En plus, la recherche est vraiment pas simple. On peut pas filtrer, enfin, voir tous les jeunesses ou tous les albums, enfin, tous les mangas. Il faut vraiment mettre le nom et tout. Donc, si tu veux juste traîner, farfouiller, bah, tu tombes sur rien en fait. Donc, il faut déjà partir avec quelque chose en tête. Et pour mon fils qui est en train de lire la saga One Piece, la saga de manga, et ben il n'y a pas le numéro où il en est. Il y a celui d'après, mais en fait il n'y a pas la collection complète. Donc ma fille elle l'a lu en entier, donc il n'y a pas de problème. Mais lui qui est plus en retard, et ben en fait on va devoir, je pense, les acheter d'occasion parce que sinon on va jamais y arriver. Franchement,
déçue. Franchement déçue. Je voulais sinon, je me suis dit, bah, il y a aussi l'application Bib en poche qui permet d'avoir les livres en numérique aussi. Et bien, figurez-vous que ma version d'Android est trop récente. Et du coup, je ne peux pas la télécharger sur mon téléphone. D'ailleurs, j'ai même problème avec l'ENT de l'école. J'ai changé de téléphone pendant les vacances, enfin pour Noël, j'ai eu un nouveau téléphone qui est le même qu'avant, en plus récent. Et bah du coup, il y a plusieurs applications que je ne peux pas avoir parce qu'il est trop récent. C'est l'ENT de l'école et du coup cette application-là de bibliothèque en poche. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Mais je note quand même que ce sont deux choses qui sont liées au service public. C'est un petit peu dommage ça. Mais donc voilà, donc déception sur cette médiathèque. J'ai quand même réussi à trouver quelques livres que j'ai réservés pour les enfants, donc je pense qu'on les aura la semaine prochaine. Et je pense qu'on va faire comme ça. Bonjour tout le monde, on se retrouve parce que j'ai enfin terminé Où fleurissent les coquelicots de Coralie Fuentes. C'était un e-book, c'était un service de presse que j'ai reçu donc en format numérique. Alors, je vous en avais parlé au tout début de ma lecture en fin de semaine dernière. Et je vous avais dit, donc c'était une jeune fille, Anna, qui apprend vers 9-10 ans que son papa n'est pas son père biologique. Et je pensais que tout le livre allait tourner autour de cette quête de qui est son vrai père. Et en fait, pas du tout. J'ai été assez surprise parce que, alors oui, bien sûr, elle cherche à savoir qui est son père. Mais ça ne se passe pas aussi bien que ce que je pensais. Même si au bout d'un moment, elle finit par avoir le nom de son vrai père, ça reste difficile de savoir, enfin de le contacter. Faut pas oublier que ça se passe dans les années... Anna, elle naît en 1987. Donc, quand elle a 10 ans, on est encore en 97. Donc, il n'y a pas... Même s'il y a déjà Internet, c'est quand même pas démocratisé. Il n'y a pas encore de téléphone portable pour tout le monde. Donc, voilà, elle n'est adulte qu'en 2005. Et voilà, donc... Je vois très bien parce que c'est exactement ma génération aussi. Donc forcément à l'époque c'était quand même beaucoup plus difficile de retrouver une personne rien qu'avec son nom et tout ça. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux donc c'est normal. Et en fait à part ça il y a beaucoup d'autres choses et en fait on va suivre surtout j'ai envie de dire l'adolescence d'Anna. Elle vit dans une famille assez compliquée, ses parents sont divorcés, se sont séparés plusieurs fois, remis ensemble plusieurs fois. Elle est l'aînée d'une fratrie, elle a une petite sœur qui a 2 ans de moins qu'elle et un petit frère. Sa petite sœur, visiblement, c'est une personne très 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 compliquée. Si vous lisez le livre, vous comprendrez pourquoi. Du coup, elles ne s'entendent pas du tout. Elle a un petit frère avec qui elle s'entend bien.
Et visiblement, ses parents font partie d'une association qu'on pourrait associer à une secte. Voilà, je ne sais pas si c'est le vrai nom qui a été utilisé dans le livre. Ce que je sais aussi, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie, donc ça c'est écrit sur la couverture, pas de problème. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est sûrement l'histoire de l'autrice, mais racontée peut-être d'une manière quand même fictionnelle. Donc c'était un petit peu difficile de savoir où était la vérité, où était la fiction. Et du coup, par moments, je me trouvais un petit peu trop intrusive. En fait, j'ai l'impression de vraiment m'immiscer trop dans la vie de la personne. Et en plus, quand on arrive au remerciement et que l'autrice nous dit, voilà, vraiment mot pour mot que c'est sa vie, et bah du coup, ça fait un choc parce que c'est vraiment une histoire difficile à lire. Et quand on voit que c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est pas forcément l'histoire de l'auteur. Ça peut être une histoire dont elle a connaissance, mais pas forcément sa propre histoire. Et vraiment, l'histoire est vraiment très intime, assez triste, assez violente. On a la description d'un viol. Bon, elle nous avertit dès la première page, donc voilà, on sait à quoi s'attendre. Mais voilà, c'est vraiment une adolescente en quête d'identité, que ce soit son identité en tant que femme, son identité en tant que fille, son identité en tant que grande sœur. Enfin, elle a une adolescence vraiment difficile. Une enfance aussi parce qu'elle subit les moqueries, elle subit du harcèlement. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées dans ce livre, il fait à peu près 350 pages. Mais ce que j'en retiens, c'est que c'est hyper émouvant, pardon. Très triste, mais on reste à la fin sur une note quand même optimiste parce que voilà, l'autrice nous dit ce qu'elle devient à la fin en tant que femme et voilà, finalement, même avec toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer, bah, aujourd'hui on est à écrire sa propre histoire, à écrire un livre. Donc voilà, donc je peux que vous le recommander. Je vous avais dit aussi que ça se passait dans la région Occitanie, notamment vers Agen. Alors oui, il y a certaines parties qui se passent à Agen, mais c'est pas la plus grosse partie. L'autre partie se passe en Savoie. Voilà, donc on est sur deux endroits. Ça change suivant les temporalités parce que bah, on suit Anna, mais à des moments on revient un petit peu en arrière. Bah voilà, au moment où sa mère était enceinte, où elle est tombée enceinte. Ça c'est surtout au début. Donc voilà, c'est une histoire que j'ai trouvée extrêmement triste, assez violente hein, en tant qu'adolescente. C'est vraiment violent ce qu'elle a vécu, très 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 violent. Mais je suis très contente bah, de voir ce qu'est devenu l'autrice, la personne, le personnage, parce que souvent bah, on s'arrête à un moment donné et puis on ne sait pas ce que la personne devient par la suite. Et bah, là on sait. Donc j'ai trouvé ça très chouette, très intéressant à lire et bah, j'espère qu'elle écrira d'autres livres. Voilà. Et du coup, bah, hier soir, j'ai pu recommencer ma lecture précédente, donc de Jalna. Et c'est fou à quel point ça se lit bien. Je me souvenais que le tome 1, j'avais adoré. Le tome 2, c'était un petit peu en demi-teinte. Et là, le tome 3, bah, j'adore, mais j'adore grâce à deux personnages, en fait, qui sont Philippe et Mary, qui est la jeune gouvernante qui vient d'Angleterre. J'aime bien vraiment grâce à ces deux personnages, mais en revanche, les autres personnages, c'est un peu bizarre parce que la mère, qui est Adeline, qui était le personnage principal dans les 2 premiers tomes, c'était une femme jeune, pleine de vie, assez rebelle, qui s'imposait, mais qui n'avait pas peur de sortir des sentiers battus, qui en faisait vraiment qu'à ta tête et elle faisait vraiment ce qu'elle voulait. Et là, elle est maintenant grand-mère, elle a 68 ans. Et du coup, je la trouve cassante en fait. Je la trouve pas méprisante, mais on sent qu'en vieillissant, elle est rentrée dans les clous et elle s'attend à ce que tout le monde rentre dans les clous. Et du coup, bah, là, je sais que la gouvernante va devenir sa belle-fille. Je l'ai vu dans la biographie à la fin. Donc, mais elle se comporte vraiment d'une manière que je n'aime pas du tout avec elle. Mais bon, c'est typique voilà, de la société anglaise de l'époque. Donc ça ne m'étonne pas beaucoup non plus. Mais j'aime beaucoup le ton de l'autrice qui est très ironique, assez drôle.
c'est vraiment subtil, mais c'est très bien fait. Voilà, on plonge dans le Canada du 19e siècle. Ouais, 19e ou début 20e, je sais plus. Est-ce que j'ai une date quelque part? J'ai pas la date à laquelle ça se passe, mais en tout cas, ouais. On a la date de parution, mais... Ouais, fin 19e, c'est ça. Ça se passe fin 19e et après la suite, ce sera début 20e. Pour l'instant, on est encore fin 19e. Bon, au total, il y a 16 tomes, j'en suis qu'au 3e. Donc voilà, les générations vont succéder. Alors ce que je trouve dommage, c'est que dans le tome précédent, bah, Adeline était une maman assez jeune. Elle avait 4 enfants, les enfants étaient tous assez petits, le plus jeune avait 4 ans. Et du coup, là, dans le tome suivant, et ben, ils sont tous adultes, ils sont tous mariés, ils ont tous des enfants. Et du coup, on loupe une grosse partie. En fait, on loupe bah, le moment où ils partent faire leurs études, voilà, comment ils se construisent et tout. Donc ça me manque un petit peu. Et en plus, là, ce tome-là est vraiment centré sur Philippe, le plus jeune de ses enfants. Donc on ne sait pas trop ce que les autres sont devenus. Enfin, on a quelques bribes, mais pas assez à mon goût. J'en suis à combien de pages? J'en suis à 140 pages. Et le tome s'arrête à la page 400. Ouais. Donc là, voilà, je comprends que ça va tourner autour de Philippe. Voilà, sa rencontre avec Mary. Comment leur relation va se construire et comment ils vont en arriver à se marier. Je pense que ça va être ça. Et ça se lit tout seul. Hier soir, j'avais pas envie d'arrêter. Mais bon, mon mari était fatigué et donc il fallait que j'éteigne la lumière. Donc j'ai dû m'arrêter. Mais sinon, j'aurais pu continuer très 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 longtemps parce que ça se lisait tout seul. Je tournais les pages, je m'en rendais pas compte. Donc voilà. Donc je vais arrêter ce vlog maintenant parce que je pense qu'il est déjà assez long. Et on se retrouve bah, pour les prochains jours. Oui, d'ailleurs j'ai un colis à aller récupérer au point relais. Donc je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Voilà, bah, j'espère que vous avez passé de bonnes lectures. Et on se retrouve bientôt. Ciao!